production des studios SOR. Hors série. Alors, encore une fois, à tous les trimestres, on a nos statistiques qui sortent à l'AVEC et pour en parler avec nous, on a nos statisticiens en chef, c'est-à-dire Frédéric Saint-Laurent. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et pour l'accompagner, on a notre acolyte Jean-François Morissette. Bonjour Jean-François. Salut Martin. Encore des chiffres intéressants, voire même surprenants ce trimestre-ci, les gars. Puis j'aimerais ça qu'on fasse comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on décortique un peu, que vous nous aidiez à comprendre un peu ces beaux chiffres-là. Il y a eu une infographie qui est très belle sur le site de l'AVEC, page d'accueil de l'AVEC. Là, vous avez accès dans les actualités. Vous allez voir en haut à droite, il y a un bouton, là, il y a une image de statistiques. Vous cliquez dessus et vous voyez un résumé avec un texte qui nous donne plein d'informations sur ces statistiques-là. Mais on va essayer de les faire parler un peu. Et pour les faire parler, il faut savoir de quoi on parle. Et il n'y a rien de mieux que Jean-François et Frédéric pour le faire. Donc, messieurs, on va commencer par les ventes de véhicules. Donc, la progression des ventes de façon globale. Comment ça s'est comporté dans le dernier trimestre, Frédéric? Bien, ce trimestre-ci, on a rajouté 12 284 en 3 mois pour atteindre un nouveau total de 110 774. Donc, parmi ces 12 284 véhicules-là, il y en a 7 852 qui sont des 100% électriques et 4 432 qui sont des hybrides rechargeables. Okay. Ça, c'est important, Frédéric, puis je t'arrête. Là. Quand on regarde globalement la flotte actuellement sur les routes, il y a un peu plus de tout électrique maintenant, on le sait, que d'hybrides branchables, mais ça reste quand même, les deux valeurs sont quand même relativement proches. Quand on regarde de trimestre en trimestre, là, plus le temps passe, on s'en va vraiment à une tendance où le tout électrique est vraiment en avance dans les ventes. Là. On a presque 2 fois plus, si je comprends bien, de tout électrique qui s'est vendu que d'hybrides branchables. Effectivement, pas loin. Puis maintenant, si on regarde le cumulatif depuis le début, on a 57,4% de 100% électrique versus l'inverse, 100% moins ça, d'hybrides rechargeables. Puis si on regarde justement la progression de 12 284 dans le trimestre, c'est un gros chiffre. Maintenant, si on essaie de le ramener à quelque chose d'un peu plus concret, puis 3 mois, c'est long, ça veut dire 4 095 par mois ou même 135 par jour, répartis à travers la province. Donc, ça fait quand même un nombre intéressant. Ouais, pour avoir parlé dernièrement avec un collègue dans les maritimes là, qui nous parlait de la progression au Québec, là, il ne se compare pas. Là, je pense qu'on n'est pas du tout dans la même réalité, mais quand même, il disait vous immatriculez plus de véhicules en 2 jours au Québec que nous dans une année. Fait que ça va te donner une idée, là, tu sais, les différences. Donc, il y a de quoi être fier, il y a de la progression qui se fait. Donc, tu disais 135 par jour, donc 4095 nouveaux véhicules par mois. Et là-dessus, 2 fois plus de ce qu'on comprend de ces véhicules-là en tout électrique versus l'hybride branchable. Maintenant, si on regarde, vous avez eu accès à des données de Statistique Canada qui sont intéressantes. Je pense que vous vouliez nous parler de ça, donc peut-être... Oui, à chaque mois, Statistique Canada sort les chiffres de vente là, par province. Donc là, si on regarde les chiffres de vente pour le trimestre, donc avril, mai, juin dans ce cas-ci, on est à environ 120 000 véhicules vendus au Québec durant cette période-là. Puis on a une progression de 12 284 voitures électriques enregistrées. C'est pas exactement les ventes, là, c'est une variation des enregistrements, mais ça suit pas mal les ventes. Là. Donc on peut dire, si on veut faire une espèce de part de marché avec ça, là, que pour ce trimestre-ci, là, c'est le meilleur trimestre qu'on a eu, là, 9,8 %. Donc on est presque à 10 % des nouvelles ventes qui sont électriques au Québec. Pour vous donner une idée, il y a la Colombie-Britannique là, qui tourne peut-être plus autour de 12-13 %, mais l'Ontario, je pense, qui est à
2-3% encore. Là. Donc, c'est très bon. Ça donne une belle amélioration. Puis je trouve intéressant ce chiffre-là dans la mesure où souvent on va regarder la flotte totale de véhicules qui sont sur nos routes au Québec. Puis on va dire la part de marché du tout électrique là-dedans ou du véhicule électrique à tout de moins est relativement bas, l'ordre de quelques pourcents. Même pas. 1,7%. Oui, un peu en bas de 2%. Par contre, si on regarde les ventes actuellement, on regarde pas, parce que quand on regarde ce qu'il y a sur les routes actuellement, c'est l'ensemble des véhicules qui se sont vendus dans les 10, 12, voire même et plus années. Mais si on regarde ça sur une échelle un peu plus grande et qu'on zoome et qu'on vient regarder juste le dernier trimestre ou la dernière année, là, on se rend compte que la tendance est vraiment à la hausse. Et les chiffres que tu nous as dit là en disent long, 9,8%, donc presque 10% des véhicules vendus dans le dernier trimestre qui auraient été des véhicules électriques. Donc, on est sur la bonne voie. En tout cas, c'est rassurant de lire ces données-là. Parlant de bonne voie, on sait qu'on a des objectifs là, gouvernementaux de 1,5 million pour 2030, puis un objectif intermédiaire là, pour se rendre là en fin 2026 à 600 000. Oui. Un objectif qui a été qualifié de ambitieux, et ça me fait toujours rire, ambitieux, voire même irréaliste. Un peu comme on disait pour celui de 100 000 il y a quelques années, alors qu'on regardait la courbe qui est exponentielle, puis on disait, non, là. Si on fait juste suivre la courbe, on devrait y arriver. Est-ce qu'on est dans la même situation ou c'est vraiment des chiffres irréalistes? C'est encore très réaliste. On a besoin d'environ 37% de croissance du marché de voitures électriques par année. Puis là, en ce moment, on est à 44,8 annualisé là, dans la dernière année. Donc, presque 8 points de pourcentage de plus que la progression nécessaire. Ce qui nous fait annoncer que pour l'instant, on s'y rendrait le 27 février 2026, soit bien avant le 31 décembre. Donc, on verra. On va tomber comme Bernard de Rome et si la tendance se maintient, on vous annonce qu'on va atteindre le 600 000 véhicules dans fin premier trimestre 2026 et non pas à la fin de 2026. Donc, on est en avance. Maintenant, ça peut bouger. On l'a vu avec le temps. Des fois, on a certains trimestres qui sont très à la hausse. Après ça peut rebaisser un petit peu, mais la tendance générale... Là, des fois, il y a des pandémies. Oui, on espère qu'on n'aura pas d'autres des comme ça. Du moins, on peut l'imaginer. Donc, sur la dernière année... là, je regarde un peu les derniers chiffres. Sur la dernière année, 34 271, ce qui représente 44,8 et 2855 par mois ou 94 véhicules par jour. Ça, c'est ce qu'on a eu comme progression sur toute la dernière année, c'est ça? Oui, sur les 12 derniers mois. Sur les 12 derniers mois. Donc, 44,8 quand même. On a quand même là-dedans un bout, là, dans les 12 derniers mois, on était encore en pandémie. Il faut regarder ça. Est-ce que, selon votre analyse au moment où on se parle, on analyse le dernier trimestre comme étant encore un trimestre atypique affecté par la pandémie ou vous l'analysez avec... on est à moitié sorti, pas tout à fait. Comment vous le percevez? Je dirais qu'il y a peut-être encore des petits impacts, mais on a vu un clair rebond par rapport au trimestre précédent. Mais c'est tout le temps aussi un peu dur à dire parce que c'est tout le temps le trimestre fort. Okay. Donc, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il faudrait quasiment regarder une année. Donc, on regardera à la fin de l'année. Comparer 2021 versus 2020. Ouais. Là, on pourra se prononcer. Ce qui va être difficile à quantifier, puis je ne sais pas si on va réussir à le faire, c'est qu'il y a l'effet pandémie. Les gens sont à la maison. Tu peux plus sortir. Fait que les magasins sont fermés. Tu peux pas aller acheter des autos. Bon, tout arrête. Mais là, après ça, la pandémie termine. La vie reprend son cours, mais... il y a des choses qui ne reviendront pas totalement comme avant. Bon nombre de personnes maintenant, au moins un des deux dans le couple va travailler de la maison, donc il n'y aura pas besoin d'auto. Donc, il va y avoir un impact, je pense, qui va perdurer, qui est celui où, étant un peu plus en télétravail, le besoin pour les véhicules risque de changer, puis ça risque de créer une tendance à long terme, même après la pandémie elle-même. Tout le monde vacciné, il n'y a plus de cas de COVID, mais... on travaille maintenant en grande partie de la maison, ça va impacter. Si on est chanceux, c'est que le monde va se débarrasser de leur véhicule à essence, ils vont garder leur deuxième véhicule à essence, ils vont garder le véhicule électrique. Ouais. Donc, on pourrait se ramasser avec une augmentation du pourcentage qui, oui, en partie vient des ventes, si on est chanceux, mais qui aussi vient du fait qu'il y a des véhicules à essence qui sont mis à leur retraite. Oui, effectivement. Ça sera En tout cas, on va se laisser du temps. Hein? Je pense qu'on est encore un peu collé sur l'arbre, là, mais je partage pas mal votre opinion sur le fait que... Ce qui est difficile aussi, c'est qu'à chaque trimestre, on n'est pas tout à fait capable de répondre à la demande. On sait qu'il y a encore des attentes pour certains modèles, puis là, on entend parler de la crise des
Composantes des électroniques. composantes électroniques qui affectent tout le marché automobile. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait la demande du moment non plus. Donc, c'est pour ça que des fois, trimestre par trimestre, il y a des aléas qui rendent l'analyse un peu difficile. On va continuer à observer, puis de toute façon, messieurs, on va se reparler, on va avoir le temps d'accumuler un peu plus de données, puis de le faire avec une rétrospective un peu plus grande. Maintenant, Frédéric, si on se lance dans les modèles, on sait qu'on avait des champions qui étaient en tête, puis disons nos 2-3 premières places étaient assez stables depuis longtemps. On sentait que ça commençait à bouger. La dernière fois qu'on s'est parlé, là, on avait du nez à nez pas mal. Et là, il y a eu des mouvements. Parle-nous donc de ces mouvements-là. Des mouvements, c'est peu dire. On dirait qu'on a pris les 20 modèles qui étaient dans le top 20, là, on les a brassés puis on les a remis sur la table. J'exagère un peu, mais à peine. Ils ont tous changé de place. Il n'y en a pas un qui est à la même place. Si on se concentre un peu plus sur les 6-7 premières positions, la première position qui était depuis le tout début qu'on faisait notre analyse, c'est-à-dire en 2014 et même probablement avant qu'on aille les chiffres, était la Chevrolet Volt. C'était elle la grande championne depuis le début. Et bien, ces années de règne viennent de se terminer et c'est maintenant la Tesla Model 3 qui a pris la première position avec 13 088 véhicules versus 11 895 pour la Chevrolet Volt. Pour la Model 3, il s'agit d'un ajout de 1379 véhicules dans le trimestre, alors que pour la Chevrolet Volt, on parle de 171 nouveaux qui se sont rajoutés. Certains ont posé la question, mais ils s'en vendent plus de Chevrolet Volt, ils viennent d'où? Il y a probablement plusieurs parties, il doit y en avoir des usagers, peut-être des dernières qui restent en inventaire, un ou deux démonstrateurs de vendus, différents facteurs dans ce style-là là, qui peuvent expliquer ces nouveaux 171-là. Mais je serais très surpris qu'ils continuent à avoir de la progression pour très longtemps là, avec la Chevrolet Volt. Puis la première place de la Model 3 était prévue, je me rappelle qu'on en avait parlé, puis vous l'aviez annoncé. La prochaine fois qu'on va se parler, elle va être en première place. À moins qu'il se passe quelque chose de majeur, la progression est telle que... Là, elle est première, puis elle a déjà un coussin là, de presque 1200 voitures d'avance. Là. Fait que c'est confortable. c'est une confortable première place pour l'instant. Ouais, puis son coussin, c'est sur quelqu'un qui avance plus. Oui, mais il y en a d'autres qui arrivent en arrière. Mais ils sont encore plus loin que les 200. Donc, la Model 3 en première place, la Volt a glissé en deuxième place ensuite. Ensuite, quasiment en termes de position sur le podium ou à la ligne d'arrivée, je devrais dire, qui a fait un plus gros progrès, c'est la Chevrolet Bolt avec un B et non pas qu'un V, qui est passé de la 5e place à la 3e place, donc maintenant avec 10 744, soit un ajout de 1409. Donc, même si c'est la Model 3 qui est en avance, qui est en première place, il y a eu plus de nouvelles Chevrolet Bolt que de Model 3. Qui s'est vendu dans le trimestre. Exact, c'est ça. Faut aussi rappeler que pendant ce trimestre-là, on a eu à la fois dans le neuf, là, chez les concessionnaires, des 2020, des 2021 et des 2022 qui se sont vendus. C'est-à-dire que les 2022 ont commencé à être vendus. Les 2021, évidemment, se vendaient depuis un petit bout de temps. Et il y avait beaucoup de concessionnaires qui avaient encore des 2020 en stock. Donc, on a comme 3 années de Chevrolet Bolt de disponibles qui se sont vendus. Et une grosse baisse de prix qui est arrivée, là, qui a fait l'arrivée de la 2022 la s'est faite avec une annonce du baisse de prix là, pour caractéristiques équivalentes de la Chevrolet Bolt sur le modèle 2022, une baisse de prix de plusieurs milliers de dollars, ce qui a eu pour effet de tirer à la baisse l'ensemble des modèles de la Bolt à des prix plus bas. Et des promotions également là, sur le marché, entre autres avec Costco et d'autres, qui abaissaient encore le prix de la Chevrolet Bolt, ce qui a fait qu'il y a eu un énorme boom de ces voitures-là dans les derniers mois. On le sentait sur les réseaux sociaux, là, le nombre de personnes qui se garochaient là-dessus. Fait que de la 5e à la 3e place, ça veut dire que notre Nissan Leaf, qui était toujours dans les 3 premières, et même plus dans les 3 premières, là, ça continue à glisser. Même pas 4e. Même pas. La 4e, c'est... Le roulement de tambour, la Prius Prime. Donc, elle était 4e, elle est restée 4e. Donc, la Prius Prime, c'est probablement une des rares qui n'a pas changé de place. Donc, elle reste 4e avec 10 636 et avec un ajout de 9 999. Il en manquait une pour en avoir 1000. 999, oui. Excusez, 999. Ça, il en manquait une pour en avoir 1000. Et comme on disait tantôt, la Leaf qui est passée de la 3e à la 5e place avec 9 666. Donc, un ajout de 206. La Leaf avait ralenti beaucoup plus dans les trimestres précédents. Elle a repris un petit peu de poids de la bête et ses ventes ont réaugmenté un peu, mais loin de toutes les autres premières positions. C'est pas surprenant quand on regarde les caractéristiques des véhicules puis des technologies qui sont impliquées là-dedans. Par contre, là où ça devient surprenant, c'est que la Leaf était le gros vendeur dans le véhicule électrique, je dirais plus bas de gamme. Et là,
quand on le compare avec des véhicules équivalents en termes d'autonomie, comme la Chevrolet Bolt et la Leaf Plus, par exemple, qui a plus d'autonomie, on parle de 1300 véhicules vendus contre 200. Là. L'écart est monumental entre ce qui se vend de Leaf et la Chevrolet Bolt, par exemple, ou la Model 3. C'est la position de tête que Leaf a eu longtemps, ou quand je dis de tête, là, il y a toujours eu la Chevrolet Volt avant, mais dans le 100% électrique, on est rendu loin. Là. Le retard va être difficile à reprendre. Mais si justement tu parlais de la comparaison avec la Bolt, la grosse différence entre la Bolt et la Leaf, c'est le prix. Oui. La Leaf coûte beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils viennent d'annoncer une très grosse baisse de prix au niveau de la Leaf. Donc, j'attends l'annonce de prix au Canada. On va voir ce que Nissan annonce. Mais aux États-Unis, la Leaf arrive à peu près dans des prix similaires à la Bolt. À quelques milliers de dollars près, là, mais en gros, dans le même territoire. Fait que si on obtient la même chose ici, on va finalement se ramasser avec deux véhicules, un peu plus gros, un peu... Ils ont toutes des caractéristiques légèrement différentes, mais les deux des autonomies similaires, puis si on les prix similaires, ça va donner plus de choix au monde dans la même fourchette de prix. Donc, ça pourrait redonner une chance à la Leaf. Oui. On lui souhaite bonne chance. De toute façon, il y a des nouveaux modèles de Nissan qui sont annoncés, qui vont peut-être aussi... gravir là, les échelons et se positionner, qui sait, dans les champions des ventes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le palmarès? Là, si on descend, on continue à descendre. Parlant de gravir les échelons, il y a un modèle qui continue à monter là, de façon assez régulière. Je dirais qu'à chaque trimestre, on doit bien avoir un échelon ou deux. Là. C'est Hyundai Kona qui ajoute lui aussi 1290 véhicules dans le trimestre, là, donc comparable là, à la Bolt ou au Model 3. Ça nous donne un total de 7094. Donc, il y a encore de la marge avant de rattraper la Leaf, justement. Puis là, Hyundai nous annonce un peu que le Kona, il est déjà plus vendu en Corée du Sud. Alors, c'est peut-être pas si clair que ce modèle-là, très populaire ici, va réussir à se rendre beaucoup plus haut là, dans notre palmarès, mais il y aura d'autres modèles de Hyundai qui vont peut-être prendre la place, là. Dont la Ioniq 5, qui est un véhicule très intéressant et très innovateur à plusieurs niveaux. Je suis juste curieux de voir le prix. Ouais. Il y a le Outlander en arrière, après ça, en 7e place, qui ajoute seulement 181 enregistrements. Là. Disons que commence à être un peu daté. Puis il y a un certain Toyota RAV4 Prime qui doit faire de la compétition dans ce segment-là des VUS hybrides rechargeables. Il est rendu à 2000... Non, il est rendu 10e. Il est rendu 10e au Québec déjà. Puis il s'est ajouté 1311 RAV4 Prime dans ce trimestre-là. Et au cours de la dernière année, ça en est ajouté 2957. Donc sa progression est très, très... il va se ramasser assez rapidement dans le top 10 et plus. Il y a beaucoup de demandes pour le RAV4 Prime, mais il y avait très peu de disponibilité. En tout cas, aller jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et malgré tout, il fait de très bonnes performances. Donc c'est un véhicule ça, qui, lorsqu'il sera vraiment disponible en quantité, là, risque de remonter dans le palmarès parce qu'il y a énormément de demandes, effectivement. Puis il vient jouer dans la même talle de marché que la Outlander et d'autres véhicules du même type. Puis pour plusieurs, c'est une avenue qui est plus intéressante là, que l'Outlander. En fait, je ne serais pas surpris d'y voir prendre, pas nécessairement au niveau du classement, mais au niveau du rôle, d'y voir prendre en partie le rôle de la Volt. La Volt qui était justement pour le monde qui avait une hésitation avec le 100% électrique, qui aimait mieux garder un certain moteur à essence pour les réconforter puis qui voulait un peu d'électrique. Il va continuer à avoir ça justement au niveau du RAV4 Prime, qui a justement une autonomie électrique très acceptable. C'est pas le même format de véhicule, mais j'ai l'impression qu'il va jouer un rôle en partie similaire maintenant. Il y a plus d'autonomie que la Prius Prime, d'ailleurs, qui s'est vendue justement un petit peu moins là, que son cousin RAV4, là, ou sa cousine, je sais plus. On ne sait pas s'ils sont féminins ou masculins. C'est un multisegment, une automobile. On pourra débattre longtemps. Il y a toujours eu, messieurs, une lutte entre le Ford Fusion Energy et la Ioniq. Est-ce que c'est toujours le cas pour le dernier trimestre? Oui, ça se continue, l'éternel duel. On ne sait pas qui c'est qui va gagner. En ce moment, c'est... Voyons. La Ioniq qui prend l'avance. Un petit peu d'avance. Là. Mais la Focus a déjà rattrapé des avances similaires dans le passé. La Fusion a déjà rattrapé des avances similaires dans le passé. Donc,
Mais oui, la Yannick a pris l'avance. On va voir. Le futur nous dira. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, dans la dernière mouture des statistiques qui ont été publiées sur le site de l'AVEC, messieurs, vous avez ajouté une nouvelle façon de présenter les résultats, entre autres en regardant des progressions dans la dernière année, regarder des chiffres là, entre des dates prédéfinies. Donc, on peut analyser pas juste le dernier trimestre, mais sur une plage différente. Si on regarde dans la dernière année, le top 3 des véhicules les plus vendus, ça serait? Avant de commencer, justement, ça, c'est une idée qu'on avait reçue dans les commentaires, justement, de faire un nouveau graphique pour ça. Et ça, c'était David Sylvestre. David Sylvestre, merci, nos David. membres de la Gaspésie. Oui. Il y a des bonnes idées, David. Donc, le top 3, justement, puis quand je dis le top 3, c'est pas juste parce que je veux le top 3. En plus, les 3 sont très près l'un de l'autre. On parle de la Model 3 avec, durant la dernière année, 4430 qui se sont rajoutés. La Bolt, c'est 4366. Et la Hyundai Kona, 4326. Donc, quasiment dans une fourchette de 100 modèles de différence. Les 3 ont des ventes très similaires. Donc, ce qui fait finalement que la Model 3 se ramasse en ce moment en première position, c'est qu'elle avait pris probablement une avance dans les années précédentes et elle a su conserver cette avance. Oui, c'est ça, parce que tantôt, on disait qu'il s'était vendu plus de Bolt dans le dernier trimestre que de Model 3, mais si on le regarde sur l'année, là, sur l'année, il s'est vendu plus de Model 3. Puis on voit que la Kona, qui est en 7e place quand on regarde dans le trimestre, se ramasse en 3e place pour l'année. Puis je vais être curieux de voir le prochain trimestre parce qu'en ce moment, il y a probablement... Je ne serais pas surpris qu'il y en ait un peu plus qui se vendent parce que là, justement, c'est les 2022 qui arrivent sur le marché. Donc, il y a une vente de feu sur les 2021 chez Hyundai. Donc, on peut probablement avoir des bons prix sur la Hyundai Kona 2021. D'autres éléments que vous voulez parler, messieurs, avant qu'on parle des nouveautés, donc soit les nouveaux joueurs, les nouveaux modèles qui se sont joints à nos statistiques? Je fais la transition, justement, là, sur le dernier trimestre, puis en même temps, qui est, somme toute, une nouveauté, là, la fameuse Ford Mustang Mach-E, qui semble très adoptée par les Québécois, parce qu'on en a déjà, 985 qui s'ajoutent dans le trimestre, là. Fait que pour vous dire, c'est la 6e place du trimestre, là. C'est vraiment impressionnant, puis c'est pas le véhicule le plus abordable sur le marché, là, donc c'est une performance assez impressionnante. Devant le modèle Y, si je ne me trompe pas, sur le trimestre. C'est la preuve que lorsqu'un véhicule répond à un besoin ou frappe un segment de marché dans lequel il y a un peu moins de choix, les gens il y a de l'intérêt, ça suscite de l'intérêt, puis je pense que la Mach-E vient titiller une tranche de la population qui était peut-être historiquement un peu moins porté vers les véhicules électriques, donc une partie de ces gens-là qui sont là. Puis en même temps, c'est un modèle qui est assez différent d'une Mustang à essence, donc elle peut aussi être très intéressante pour des amateurs de voitures électriques. D'ailleurs, on en connaît qui ont troqué leur véhicule électrique qu'ils avaient précédemment pour s'en aller vers la Mach-E parce que c'est un modèle qui les intéressait. Donc, elle vient jouer, je trouve, elle a un rôle intéressant en termes d'intérêt, d'attraction. Alors, pour moi, un gros bravo à Ford pour son premier modèle là, dédié 100% électrique là, qui est construit de A à Z dans cette optique-là. Là. Ça semble être un franc succès déjà chez nous. Ça, je dirais qu'elle vient vraiment chercher un marché qui est à mi-chemin finalement entre une Tesla qui est plus, au niveau de l'intérieur, plus épurée, plus simple et tout. Et parce qu'ils ont quand même une grande écran vertical, ils ont beaucoup de choses sur l'écran, donc à ce niveau-là, plus le côté performance. Ouais. Et un véhicule peut-être un peu plus traditionnel au niveau de l'intérieur, au niveau des performances et tout. Donc, elle va chercher un mi-chemin entre les deux qui est probablement ce que plusieurs personnes ont cherché. Tout à fait. Et on voit que ça répond à un besoin, les ventes sont là pour en témoigner. Puis c'est tout à fait raison, c'est que dans cette gamme de véhicules-là, il y a beaucoup de déclinaisons de la Mach-E qui ne sont pas éligibles aux subventions. Donc, les gens l'achètent quand même, malgré le fait qu'elle ne soit pas éligible aux subventions. C'est forcément que ça répond à un besoin. Il faut quand même dire que le plus petit modèle est quand même éligible là, à des subventions, mais c'est très, très rapidement, quand tu regardes dans les options qui s'offrent à toi, tu sors de la fourchette. On n'a pas le détail, Martin, pour toi, là, des combien de chaque déclinaison, mais on en a 1343, là, si je regarde nos chiffres, en tout sur nos routes. Reste que ça serait intéressant de l'avoir parce que ça permettrait de voir l'impact des modèles qui sont subventionnés versus ceux qui ne le sont pas, des fois, d'un modèle à l'autre, mais évidemment, il faut comprendre qu'on travaille avec les données qu'on est capable d'acquérir auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, s'ils ne nous fournissent pas ces informations-là, on ne peut pas les traiter, forcément. Au niveau des nouveautés maintenant, des petits nouveaux qui n'étaient pas là puis qui apparaissent dans les statistiques.
OK, je vais y aller. Moi, ça, c'est ma plus grande surprise du trimestre. Je pense que Frédéric aussi. Là, Oui. On est tombé en bas de notre chaise quand on a vu ça. Puis après, on a vu un article qui parlait du marché américain qui semblait conforter ça. Le Jeep Wrangler, désormais une version, là, le 4XE, là, hybride rechargeable. C'est la première mouture de chez Jeep là, en hybride rechargeable, là, en électrification. Et il y en a 485 déjà sur nos routes. Ouais, En termes de progression, c'est le 9e meilleur du trimestre. Donc, surprenant. très surprenant. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Effectivement. Je savais même pas que le modèle s'en venait. Je l'avais entendu parler un peu avant, mais je ne m'attendais pas à en avoir tant que ça au Québec. On va voir si ça se poursuit. C'est intéressant d'amener une nouvelle clientèle chez Jeep, peut-être. On verra. Ensuite, Il y a la Bolt EUV avec 164. C'est loin du 485, mais bon, justement, il n'est pas nécessairement arrivé peut-être au même moment dans le trimestre, puis il y a plein de facteurs. Et c'est son premier trimestre, donc on va y laisser une chance. Justement, puis j'en profite pour souligner que justement, dans nos données, quand on parle de la Bolt avant que ça s'appelait juste Bolt et maintenant la Bolt EV, c'est le même véhicule, puis ils sont séparés de la Bolt EUV, qui est un autre véhicule. ouais, qui est un petit peu plus gros, un intérieur un peu plus luxueux, etc. Au niveau mécanique, c'est la même batterie, même moteur. Il se ressemble à beaucoup de choses au niveau technique, mais c'est surtout effectivement la carrosserie puis des petits détails là, qui sont différents. C'est considéré effectivement comme deux modèles distincts, puis vous les traitez comme tels. Mais ça, c'est effectivement, quand on voit le succès qu'a sa petite sœur, la Bolt EV, on peut présumer que dans les prochains mois, prochains trimestres, évidemment, si la disponibilité est au rendez-vous, la Bolt EUV devrait progresser de façon intéressante. Là. Elle est un peu plus chère que la EV, mais pas tant que ça. C'est ça, elle est à peine plus cher et d'habitude, les règles sont plus c'est gros, plus ça vend. Donc, on peut s'attendre à ce que ça se vende bien. Mais la grande question, c'est est-ce que ce modèle va remplacer des ventes potentielles qu'aurait eu la Bolt traditionnelle ou ça va s'ajouter ou un mélange des deux? Ouais, c'est un... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent entre les deux. Là, fait que je pense que tu as raison. On va surveiller ça sur le restant de l'année. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre de nouveaux modèles? Là, je pense qu'on a nommé les plus gros vendeurs, mais il y a quand même quelques modèles qui se sont vendus en quelques exemplaires. Oui, je dirais, il y en a un qui, justement, je ne sais pas si c'est parce qu'il est arrivé à la fin du trimestre, mais qui est potentiellement très intéressant puis que ça va être de surveiller de près, qui est le Ford Escape hybride rechargeable. Ouais. Il s'en est vendu 7, c'est pas impressionnant, mais il était peut-être juste là dans les 2 dernières semaines. Donc, on va y laisser la chance, puis on va voir ce qui va arriver les trimestres suivants. Sinon, il y a la Audi A7 TFSIe qui s'en est vendu 3 et un autre que je ne savais pas qu'il existait, la Bentley Bentayga ou hybride, je ne suis pas trop sûr exactement comment dire le nom de Bentayga, il s'en est vendu une. Ça ne doit pas se donner. On parle de Bentley. Ouais, juste le nom, ça ne change rien. Mais tu vois, ces petites surprises-là, au trimestre précédent, on avait une Ferrari SF90 Stradale. Et finalement, on en a 5. Donc, il s'en est ajouté 4 ce trimestre-ci. Alors, ces voitures de luxe peuvent toujours nous surprendre. Ouais. Effectivement. Donc, et si on regarde depuis le début de l'année, dans les nouveaux véhicules qui sont là depuis le début de l'année, la Mach-E, évidemment, sort grande gagnante des nouveaux véhicules, disons ça comme ça. Oui, 1343, comme je disais tantôt. Après ça, il y a 2 modèles un peu cousins chez Volvo et sa nouvelle déclinaison Polestar. Là. Donc, le XC40 Recharge, qui est la version toute électrique de leur VUS. Donc, il y en a 62 sur nos routes. Là. C'est timide, mais ça s'ajoute. C'est un nouveau segment de marché. Et c'est Volvo. Il n'y a jamais eu le même nombre de Volvo vendus que de Ford. Exactement. Puis là, en plus, ils ont Polestar. Il y en a 55. Là. Il avait débuté très lentement au début de l'année, mais là, il s'en est ajouté 42 dans ce trimestre-ci. Donc, on va continuer à surveiller ce modèle-là là, qui est très intéressant sur papier, mais qui est dans une gamme de marché, justement, un peu plus élevé, non accessible aux subventions, je pense. Ouais, mais il parle d'un modèle à propulsion qui arriverait, donc on va voir comment ça va affecter les ventes. Excellent. Maintenant, si on regarde au niveau des marques, des grandes marques
Évidemment, avec les chiffres que vous avez donnés tantôt, on peut quand même commencer à tirer des conclusions. On sait ceux qui ont vendu beaucoup puis ceux qui n'ont pas vendu. Donc, en tête de liste, Frédéric Chevrolet. Exact, avec 21,51% du marché. En deuxième place. Tesla, avec 16,42%. Suivi de... Troisième place, on parle de Toyota, qui est passé de la 4e à la 3e place avec un 12,28. L'effet du RAV4 Prime qui s'ajoute là, à la Prius Prime. Et qui est venu faire descendre un peu la Hyundai, qui était en 3e place et qui a descendu. Exact, malgré les bonnes ventes de la Kona. Mais Hyundai, ils ont la Kona qui est très forte avec la Ioniq qui est quand même une bonne coche en dessous. Alors que dans le cas de Toyota, il y en a deux qui vendent bien, la Prius, les deux Prime. Les deux Prime sont populaires, oui. OK. Et finalement, dans les grandes marques, Nissan, qui est rendu maintenant... à 8,73% avec son seul et unique modèle qui ne connaît pas les succès en ce moment. Donc, c'est ça. D'accord. Écoutez, on fait toujours après avoir fait le tour des véhicules, on regarde un peu géographiquement ces véhicules-là, ça se répartit de quelle façon. Donc, est-ce qu'il y a des changements majeurs qui se sont opérés dans le cadre du dernier trimestre en termes de répartition? Pas encore, là. Ça reste que pas mal toutes les régions progressent là, avec la même progression que le marché. Là. Il y a des petites variations locales, mais ça reste que la tendance de fond, elle est présente partout au Québec. Là. Donc, c'est pas comme les modèles là, où on voit la nouveauté puis beaucoup de changements. Là. Les positions ne changent pas beaucoup. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On a des luttes qui sont éternelles. Il y a des petits changements de place, mais ce qu'on regarde depuis quelques trimestres, c'est notre région qu'on appelle championne, là, la Nodière, qui est première depuis septembre 2015. Puis à chaque trimestre, on dit « Ah, ça se pourrait que la Montérégie la rattrape, mais c'est pas encore arrivé. » Mais là... Ils sont proches. Là, c'est rendu à 3 chiffres après le point. Là. On est 3 chiffres après le point. 2,256% de la flotte qui est rendu électrique versus 2,254% en Montérégie. Donc. Wow, c'est proche. Puis quand on parle de 2,25 là, pour la Montérégie et la Naudière, juste vous rappeler, on l'a dit tantôt, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Si on regarde pour le Québec en entier, actuellement, c'est 1,625, donc 1,63, mettons, % de la flotte qui est électrique. Donc, à 2,25 pour ces deux régions-là, c'est nettement en haut là, de la moyenne provinciale. Donc, c'est des régions qui, peut-être géographiquement, sont avantagées dans le sens où c'est suffisamment loin de Montréal, qui est un grand centre, pour que l'électrique devienne avantageux de l'utiliser. Donc, quand tu demeures à Montréal, souvent, tu préfères prendre le métro ou l'autobus. Quand tu demeures vraiment très loin, si tu connais pas ça, tu as peur de te lancer dans l'électrique. Mais quand tu es à 30-40 km de Montréal, ça devient un business case qui est intéressant. Puis il y a aussi la Naudière qui a un vendeur de véhicules électriques très connu qui a eu un impact, qui a eu une influence par la bande. Et ça reste qu'il y a d'autres régions aussi du Québec qui progressent bien et qui se comportent très bien, entre autres l'Estrie, etc. Oui, par exemple, justement, le dernier trimestre, Laval était sur le point de rattraper l'Estrie. Et bien non, comme à chaque fois, l'Estrie a repris l'avance ou Laval a ralenti, un des deux, je sais pas. À nos auditeurs, là, Frédéric est de Laval, donc ça le dérange tout le temps un peu de ne pas voir Laval. Moi, je soupçonne les directions régionales de l'AVEQ d'écouter le podcast, puis après ça, de se donner des défis pour s'assurer que ça n'arrive pas. Donc, probablement que les gens de l'Estrie ont entendu ça la dernière fois, que tu disais on va battre l'Estrie, puis là, ils ont redoublé de promotion dans leur coin. Le directeur de l'Estrie ne m'a pas contacté, non. Non, il ne te contacte pas, il essaie de te battre pour avoir des chiffres un peu plus intéressants. Ça reste que, encore une fois, c'est très proche, puis c'est des bons chiffres en haut de 2%. Les Laurentides, ça donne quoi? 1,817, donc finalement 1,8%, suivi de Montréal qui consolide son avance sur la capitale nationale en étant à 1,64 versus 1,53 pour la capitale nationale. Donc, pendant longtemps, ça a été une lutte chaude et là, on dirait que Montréal est en train de prendre une avance. Puis il faut comprendre que là, on parle de pourcentage de véhicules. Oui. C'est pas des chiffres absolus. On comprend qu'il y a plus de véhicules électriques à Montréal que dans certaines régions. Mais il y a tellement de véhicules à Montréal que ça représente peut-être un pourcentage moins, justement. Justement, partout, tous ces chiffres-là, on parle vraiment le pourcentage de la flotte. Donc, c'est le nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables enregistrés versus le nombre de véhicules total enregistrés. Comme ça permet de ne pas nuire aux régions où il y a moins de véhicules parce qu'ils utilisent plus le transport en commun. Exemple, Montréal. Ouais.
parce qu'après tout, le but des véhicules électriques, c'est de réussir à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et on s'entend que le transport en commun est une coche au-dessus d'à peu près n'importe quoi. Oui, effectivement. Donc, Surtout il s'il ne est faudrait pas que ça électrique. nuise. Oui, exactement. On parlait de régions. Par contre, on regarde aussi les villes en tant que telles. Est-ce qu'il y a là des villes qui ont été détrônées ou on reste encore avec les mêmes championnes? Ah, ça bouge dans les villes, par exemple. Ça bouge plus. Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal, donc en Montérégie, conserve la première position là, avec un épatant 4,59% de la flotte approximativement électrifiée. Donc là, on est à plus de 2 fois la Montérégie, qui est déjà une bonne avance sur la part de marché du Québec, là, qu'on rappelle à plus près d'1,6. Là. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Mais on a d'autres villes à 4%, mais ils ont toutes changé de position. C'était Saint-Bruno, aussi en Montérégie, qui était 2e. Et là, soudainement, il se retrouve 6e. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qui l'a dépassé? On parle souvent de la Montérégie, Bromont. Bromont l'a dépassé. Donc, Bromont est maintenant 2e. Après ça, on a deux villes de l'Estrie, là, Harford et Eastman, 4,23, 4,17%. Puis on a Rosemère dans les Laurentides, 4,15%. Donc, ça complète notre top 5 avec Rosemère et Saint-Bruno sort du top 5. En fait, je dirais une petite parenthèse. Si on revient, il y a de cela mettons, à la fin de l'année passée, le top 5, c'était à peu près tout. Je pense qu'il y avait 4 villes de la Montérégie et une seule des Laurentides. Maintenant, finalement, il y en a 2 de l'Estrie, une des Laurentides, puis même Bromont en Montérégie, officiellement au niveau administratif, est en Montérégie, mais au niveau touristique, est en Estrie. Donc, on parle d'une ville vraiment sur la bordure des deux régions. Un peu comme pour Granby, finalement. Donc, la Montérégie, qu'au niveau des villes, était en avance, l'Estrie commence à arriver puis la rattraper un peu. Là. Effectivement. Alors, messieurs les directeurs régionaux de l'AVEC, à vos calepins pour des événements de promotion pour essayer de ravir les premières places puis d'essayer de battre les champions. En fait, on a tous à gagner, essayer d'être en première place là-dedans. Donc, il n'y a pas, si je comprends bien, la première place n'a pas bougé. En dessous, ça a comme il y a eu un petit jeu, puis c'est correct. Il faut s'attendre à ça. Maintenant, si on regarde ça d'une façon un peu plus macro, ces chiffres-là, autant pour les véhicules que les statistiques que vous venez nous présenter, qu'est-ce qui est, selon vous, à prévoir pour le prochain trimestre? Donc, on sait que là, l'été, c'est toujours une période qui est assez fertile en termes de vente de véhicules, de mouvement, plus qu'en hiver, en tout cas. Donc, est-ce qu'on s'attend à un autre trimestre semblable à celui qu'on vient de passer? On sait que quand on regarde ça de façon un peu, je dirais, froidement, puis qu'on s'éloigne un peu, on voit un peu les modèles de véhicules qui semblent être un peu plus difficiles à obtenir. On constate que Tesla a repoussé les dates de livraison de certains véhicules, donc on peut s'attendre à ce que l'espèce d'avance qu'a pris Chevrolet ne sera peut-être pas rattrapée dans le prochain trimestre. Quelle est votre vision de tout ça là, pour les prochains mois? Pour le bout de Tesla, les livraisons justement qui ont été repoussées, en fait, c'est surtout justement pour la Model 3 Standard Range Plus, qui est justement la plus vendue au Québec. On ne se le cachera pas vu qu'elle est admissible aux des subventions. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que c'est repoussé parce qu'il y a plus de ventes ou c'est repoussé parce que somehow, ils pensent ne pas réussir, il manquait de pièces ou ainsi de suite. Donc ça, c'est juste le futur qui va pouvoir nous le dire, malgré qu'ils n'ont pas parlé, à ce que je sache, de donner des vacances forcées aux employés. Donc, j'assume que s'il y a une baisse de production, c'est malgré tout pas si pire que ça. Donc, on pourrait peut-être être agréablement surpris. En revanche, c'est surtout, entre autres, par exemple, la Bolt, avec ses 2 nouvelles déclinaisons, 2 nouveaux modèles qui coûtent vraiment pas cher, que je suis curieux de voir, est-ce que justement les ventes vont beaucoup augmenter avec l'arrivée de ce nouveau modèle-là qui pourrait être très attrayant, ou au contraire, justement, ils n'ont pas réussi à bâtir les stocks encore et finalement, il va y avoir de l'attente et les ventes vont baisser sur le trimestre immédiat. Je dirais, il y a aussi la ID4. Je ne sais pas si... probablement qu'elle n'arrivera pas prochain trimestre, mais peut-être l'autre d'après qui risque d'être un autre modèle à surveiller. C'est là que je m'en venais, la ID4, la Ioniq 5, la EV6. C'est des modèles aussi très intéressants qui vont arriver, qui vont venir jouer dans des plates-bandes fort intéressantes de véhicules de format qui sont intéressants puis qui risquent d'aller
peut-être jouer dans les plates-bandes. On parlait tantôt du RAV4, mais on voit beaucoup de gens qui regardaient le RAV4 puis qui se disent, moi, j'attends la ID4 maintenant, tout électrique, des performances intéressantes. La EV6 aussi va être un véhicule qui va être intéressant. La Ioniq 5, avec des performances de recharge vraiment impressionnantes. Donc, les gens qui font beaucoup de routes puis qui vont se déplacer beaucoup vont peut-être, je pense entre autres aux chauffeurs de taxi, avoir un véhicule qui recharge sur le 800 volts à 350 kW. Ça commence à être Mais ça, c'est l'automne. Là. Donc, c'est ça. Je pense qu'on ne verra pas cet effet-là avant le dernier trimestre là, au Québec. Là, mais ça va être... C'est sûr que l'automne ou le début de l'hiver va s'annoncer assez spectaculaire parce que, comme vous dites, il y a plusieurs nouveaux modèles qui arrivent. Là. Donc, moi, si j'avais à parier, j'ai l'impression que c'est Chevrolet avec ses Bolt aussi qui va peut-être faire le meilleur trimestre là, au prochain trimestre. Là. Ou il y a peut-être la Kona, s'il y a l'effet de beaucoup des spéciaux. J'ai connu, justement, j'ai un de mes amis qui s'en est acheté une récemment. Puis les rabais, justement, en plus du prix normal, en plus des rabais gouvernementaux, il y avait un autre 7 000 $ de rabais parce qu'il voulait finir de se débarrasser des 2021. Fait qu'on va peut-être avoir un petit boost de Kona qui va s'en vendre un petit peu plus ce trimestre-ci. Une question pour vous, je m'avance un peu, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, mais comment vous expliquez l'immense retard du Niro dans les ventes comparativement au Kona? On sait que c'est des véhicules cousins. Pourquoi on ne voit pas plus de Niro? Qu'est-ce qui se passe au niveau de... Ça, c'est une bonne question. Cependant, je dirais qu'on dirait que ça commence à décoller parce que quand on regarde les modèles là, dont on parle là, qui vont très bien, il y a beaucoup de modèles quand même assez récents. Puis le Niro... était pas tellement vendu, puis là, ça fait quoi? Peut-être 3 ans que c'est sur le marché, comme le Kona. Puis là, soudainement, mais ces chiffres au dernier trimestre là, sont meilleurs que ce qu'ils n'ont jamais été. Là. Il y a eu une bonne progression dans plusieurs régions. Donc, je me demande si c'est un effet de bouche-à-oreille, si c'est un effet qui... Hyundai a fait davantage de marketing au début, que l'approvisionnement était différent, mais là, on dirait que ça commence à décoller, là, donc il faut... On pourrait le voir. C'est un modèle à surveiller, en fait, ça, pour le prochain trimestre. Il y a aussi la Soul, que, en tout cas, du moins, je vois différentes publicités qui est disponible en inventaire, mais elle ne semble jamais prendre de vitesse. Donc, il faut croire qu'au niveau de la Soul, ça ne serait pas un problème de disponibilité. C'est probablement qu'on a atteint c'est quand même un véhicule assez particulier. Oui, un look particulier. Puis ça fait longtemps qu'il y a ce look-là aussi. Probablement que ceux qui aiment beaucoup ce style-là, ont déjà un modèle soit précédent ou en tout cas ça. Ce qui arrive chez le Niro aussi, c'est que tu as le modèle hybride rechargeable aussi, là, donc qui répartit peut-être une partie des ventes. Il faudrait qu'on s'amuse à faire la somme. Un peu comme la Ioniq. Un peu comme la Ioniq chez Hyundai, mais alors que du côté de Hyundai, pour le Kona, il y a juste un modèle tout électrique. Là, donc, il n'y a pas l'hybride rechargeable. Donc, je ne sais pas si ça joue un peu. Fait que... Peut-être. Écoutez, messieurs, merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Moi, je veux juste rappeler à nos auditeurs que sur le site de l'AVEQ, www.aveq.ca, il y a un petit menu en haut et dans le petit menu en haut, là, les choix, vous avez entre autres médias et stats. Si vous allez là-dessus, vous avez toutes nos statistiques, évidemment celles dont on vient de parler aujourd'hui, mais également vous avez accès aux statistiques précédentes puis vous pouvez aller voir là, plein d'autres informations sur les ventes de véhicules ici, le nombre de bornes, donc des statistiques qui débordent un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, gênez-vous pas pour y aller. Si vous avez des questions, des commentaires aussi, des suggestions, on a vu tantôt qu'il y a eu des suggestions qui ont été faites puis ça a été implanté dans les graphiques. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez nous envoyer est réalisable, mais si ça l'est, et puis si ça peut apporter là, un peu de clarification, ça nous fera plaisir d'y porter une attention particulière. Donc, vous pouvez écrire à martin@silenceonroule.com, puis je vais m'assurer de faire parvenir le tout là, Jean-François puis Frédéric, sans problème. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Puis on se reparle dès que les prochaines statistiques sortent, on remet ça, puis on regarde la progression de tout ça, puis Laval n'a qu'à bien se tenir. Merci, messieurs. Merci. Épisode hors série.